J'avais préparé mon mot avec messieurs les ministres, donc je le retire. Salam alaikum, ala barakatillah. On va démarrer notre matinée de table ronde. Il y en aura 3. Merci Madame l'ambassadrice d'avoir été avec nous aujourd'hui. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette première table ronde dédiée au futur de l'emploi au Maroc. Le monde du travail évolue rapidement, poussé par les transformations économiques, technologiques et sociétales. Aujourd'hui, nous faisons face à un double défi, anticiper les compétences nécessaires pour les métiers de demain, tout en répondant aux besoins actuels des entreprises. Et c'est en connaissance de cause que je vous parle de ça, ayant passé une dizaine d'années dans une école d'ingénieurs, qui est l'école centrale Casablanca en l'occurrence. Les institutions publiques et privées jouent un rôle crucial dans ce contexte, qu'il s'agisse d'attirer les jeunes vers les secteurs industriels ou de garantir des emplois durables et de qualité. Nos panélistes, et nous les remercions, nos experts issus de divers horizons vont partager leurs réflexions et leurs solutions concrètes sur la manière d'assurer un avenir professionnel prometteur au Maroc. Et je vais dans le sens de Monsieur le ministre Riyad Mzour. L'objectif, c'est de donner un avenir prometteur, Inch'Allah, à nos jeunes. Ensemble, explorons donc comment transformer ces défis en opportunités. Donc sans plus tarder, j'invite Madame Hind Boubia, chef de division prospection et marketing à l'ANAPEC. J'invite Monsieur Hamid Boufdil, président de la fondation Jadara, la Jadara Foundation. J'invite Monsieur Karim Ammour, président des Marocains entrepreneurs du monde, by CGEM. J'invite également Monsieur Mohamed Lhalo, président du directoire de l'ESIT. Si nous fait le aussi, on en a 2 pour le prix bas. Et enfin, j'invite Madame Fedwa Ikez, qui est directrice des ressources humaines de Ciment du Maroc. Monsieur Naoufal Lhalo est président de la Fédération marocaine des industries de la santé. Je vais rester debout si vous me le permettez, puisqu'il n'y a pas de chaise pour moi. Il y avait une distribution ? Non, je vous en prie. Si vous voulez juste prendre les micros et vous les faire passer ensuite, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Super, merci. Alors, barakatillah, je commence par les dames. Madame Boubia, une question pour vous. Ma première question est la suivante. Quelles nouvelles initiatives l'ANAPEC développe-t-elle pour aligner les offres de formation sur les besoins du marché de l'emploi? C'est une question qui est directe. Oui. Je vais vous demander à chaque fois, si vous le voulez bien, d'être sur des réponses de 2-3 minutes. Comme ça, on est dans un esprit assez dynamique et que les gens restent avec nous le maximum possible. Ok, donc je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation et l'invitation de l'ANAPEC à ce panel, sachant qu'aujourd'hui la question de l'anticipation des besoins en recrutement et en compétences est au cœur des préoccupations et de la vision stratégique de l'ANAPEC. En termes d'initiative aujourd'hui de l'ANAPEC pour répondre aux besoins en recrutement et adapter les compétences aux besoins en emploi, l'ANAPEC actionne plusieurs leviers. Notamment le dispositif d'anticipation et de veille sur le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, l'ANAPEC dispose d'un dispositif de veille de prospective sur le marché de l'emploi qui a suffisamment d'instruments pour pouvoir nous donner une idée sur la structure du besoin en recrutement actuel et futur et du besoin en compétences pour pouvoir aider les acteurs de l'écosystème emploi et formation dans l'orientation des actions d'accompagnement en termes de promotion de l'emploi et d'amélioration de l'employabilité et aider l'ANAPEC également dans le développement de ses activités en faveur de la promotion de l'emploi et bien entendu pour aider les chercheurs d'emploi à mieux se positionner par rapport à la demande du marché de l'emploi. Ça en ce qui concerne le premier levier. Le deuxième levier, c'est le partenariat. L'ANAPEC accorde une importance stratégique au développement du partenariat avec les partenaires internationaux, nationaux, sectoriels et territoriaux. Ça vous dérange pas, Madame Boubia, si on revient à cette question de partenariat un peu plus tard?
Oui, vous êtes très aimable. Okay. Merci Leila. Je cite juste les leviers avant de partir, avant d'enchaîner vers le développement. Et puis le troisième levier, c'est le dispositif d'amélioration de l'employabilité qui est géré aujourd'hui par l'ANAPEC, notamment les formations d'adaptation et de reconversion qui sont financées par l'ANAPEC et qui permettent aux chercheurs d'emploi d'acquérir des compétences qui sont adaptées aux besoins des secteurs et des territoires. Merci madame. Ça me permet de rebondir et d'aller vers M. Blofdel. On parle d'emploi, on parle de jeunes. Comment votre fondation accompagne-t-elle finalement ces jeunes talents, on peut dire que ce sont des talents marocains dans leur intégration professionnelle, et notamment puisqu'on est en train de parler de l'industrie, donc dans le secteur de l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Merci infiniment. Merci à Industrie du Maroc pour cette rencontre et bravo pour la qualité de l'organisation. Alors, Jadala Foundation, très rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association effectivement qui identifie des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont a priori, qui ont besoin d'un ascenseur social. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à l'emploi, même si les industriels investissent, comme l'a dit Monsieur le Ministre, eux, ils n'ont pas tous les atouts qu'il faut. Ils sont excellents sur le plan scolaire, mais il y a d'autres atouts qui leur manquent. Le premier, c'est l'accès à l'information. Le deuxième, c'est l'accompagnement, les soft skills. Et ces jeunes-là, issus de conditions sociales extrêmement précaires et brillants sur le niveau de leur bac, ne peuvent pas tout seuls prendre l'ascenseur social et encore moins, ne peuvent pas prendre les escaliers et encore moins l'ascenseur. Et donc là, Jadala est là pour justement les accompagner. Et l'accompagnement se fait grâce justement à un réseau, à un écosystème, à une communauté d'entreprises, de bénévoles qui leur apportent aussi bien un soutien, nous apportant un soutien financier et du mentorat et de l'information et bien évidemment des visites d'entreprise. Et concrètement, comment ça se passe? Vous imaginez très bien qu'un étudiant qui est issu de conditions sociales précaires, d'une petite ville du Maroc ou d'un village ou d'un établissement de protection sociale, qui est brillant, il peut faire des études d'ingénieur, mais malheureusement, il ne se projette pas. Il se dit, ben oui, après 5 ans d'études, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais commencer à travailler tout de suite. Et on perd tous un talent. Et donc, avec Jadala, l'accompagnement se fait, et avec le mentor industriel, parce qu'on identifie un cadre ou un ingénieur dans une entreprise industrielle, parce que lui, ce jeune homme ou cette jeune fille fait des études dans l'ingénierie, et vous imaginez tout l'apport que peut faire ce mentor à ce bénéficiaire. Parce que quelque part, ce qui nous manque, et tout à l'heure, Monsieur le ministre l'a évoqué, Monsieur le ministre Skouli l'a évoqué, c'est justement cet accès à cette information. Tout à l'heure, nous en parlions avant de rentrer ici dans la salle. Les jeunes aujourd'hui, qui sont partout au Maroc, n'ont pas accès à cette information qui se déroule ici. Et donc, du coup, pour eux, c'est un désespoir qui se présente. Achnou Barid Bela Ouldi, quand on leur pose la question, Achnou Barid Bela Bouti Ouldi, ils ont 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans. Maintenant, ils répondent Makin Meiter. Pourquoi ils répondent Makin Meiter? Parce qu'ils ne connaissent pas les opportunités du pays. Ils ne savent pas qu'il y a effectivement ce potentiel de développement qu'ont évoqué les deux ministres tout à l'heure. Et pour ce faire, on les connecte justement avec le milieu industriel par le mentorat, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Deuxième chose, quand on discute avec les industriels, avec les investisseurs, ils te disent j'aimerais bien investir, mais j'ai le gros problème aujourd'hui, c'est que je ne trouve pas les compétences. C'est vrai, il y a une difficulté à trouver des compétences. Il y a une difficulté à les accompagner. Quand on fait appel justement à des associations comme la nôtre, Jadala, c'est quelque part aussi un accompagnement. Je vais tout à l'heure aborder une cible en particulier pour intéresser les industriels. Merci, Sib Blofdel. C'est Amour. Kain Meidar في المغرب ولا ما كاين ميدار؟ كاين ميدار. Je vous pose la question quand même. Donc, en quoi les compétences des talents marocains de la diaspora peuvent-elles répondre aux besoins justement des entreprises industrielles au Maroc? Il a créé une médaille comment? D'abord, la CGM elle-même, il s'agit de la diaspora de la CGM, et je vois quelques membres de la CGM aujourd'hui. Nous avons un président de fédération avec nous. La CGM est le réceptacle de 95% des jobs industriels de demain au Maroc. C'est clair, c'est le donneur d'ordre, c'est l'entreprise. À l'intérieur de la CGM, nous avons 13 régions, dont la région de la diaspora, qui est la plus grosse région du Maroc, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est 7 millions de Marocains du monde. 7, vous dites? 7 millions. Je croyais que c'était 4 ou 5, mais finalement... C'est 7 millions à travers le monde. Et parmi ces 7 millions, nous, à la CGM, nous adressons 450 000 Marocains qui sont soit entrepreneurs, soit au potentiel. D'ailleurs, nous avons amendé les statuts de la CGM il y a à peu près 2 ans pour intégrer les hauts potentiels. Pourquoi? Précisément
pour permettre de répondre à ce besoin que nous avons aujourd'hui dans l'industrie, qui est prenant, d'avoir des compétences qui ont de l'expérience, de la bouteille, qui sont effectivement d'un certain niveau. On ne parle pas de formation initiale, on est en train de parler d'un layer de formation qui se trouve avec une expérience de 4, 5, 6, 7 ans. Et pourquoi il est important dans le cadre de cette conférence d'aujourd'hui? Parce que ce sont des gens qui sont confrontés à un monde extrêmement compétitif, où le temps n'a pas la même valeur, où l'espace n'a pas la même valeur, où les choses se passent extrêmement rapidement. On en parlera tout à l'heure à propos de l'évolution de l'IA. Mais ce sont des gens qui sont capables aujourd'hui de venir nous apporter, à travers du mentorat, à travers de l'accompagnement, à travers du partage d'expériences, tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie et qu'on peut transposer au Maroc en faisant un shortcut et venant adresser l'industrie marocaine grâce à ces compétences-là. Ils peuvent le faire d'où ils sont, et ils peuvent le faire en étant évidemment dans le corpus des entreprises marocaines. Merci de votre réponse. On reviendra un peu plus en détail sur le sujet. J'aimerais prendre le prisme de l'académicien ou de l'école d'ingénieurs. Si Hello, merci de votre présence et de nous faire l'honneur de nous faire un retour sur l'expérience de l'ESIT. Quelles adaptations pédagogiques avez-vous mis en place pour répondre à la demande croissante de compétences technologiques dans l'industrie, vous en tant qu'école d'ingénieurs? Bien, merci pour l'invitation. Je crois que deux mots sur l'ESIT, pour bien comprendre la dynamique. L'ESIT, c'est un partenariat public-privé qui date d'une 30aine d'années. Et c'était une première initiative très spéciale qui a permis de gérer cette école d'ingénieurs sous forme de société anonyme, ce qui était déjà, il y a 30 ans, quelque chose était exceptionnel. Donc c'est cet esprit-là qui a régné. Étant donné ce partenariat public-privé, donc la relation entreprise est dans l'ADN de l'école. Donc c'est réellement un travail quotidien en relation avec l'entreprise, et c'est ce qui fait un petit peu la spécialité de l'ESIT. On vit avec l'entreprise d'une façon permanente. Bien sûr, c'est l'AMIT qui était à l'origine de la création de cette école. Et puis, elle a répondu aux besoins du secteur. Et puis après, dans un esprit de transversalité, elle s'est élargie. Parce qu'en fonction du développement, en fonction de nouvelles filières, dans la logistique, on était les premiers à lancer la logistique au niveau national, au niveau chef de produit. Donc, c'est un développement qui s'est fait automatiquement. Et cette transversalité... si vous pouvez rapprocher le micro, c'est le a ouvert l'ESIT, cette transversalité a ouvert l'ESIT sur tous les secteurs. Donc, c'est un petit peu cette dynamique-là. Donc, si vous voulez, l'ESIT a toujours anticipé des besoins. Je crois que c'était un peu cette caractéristique très spéciale, c'est l'anticipation des besoins. Anticipation des besoins, si je vous dis qu'on a lancé hygiène, sécurité, environnement il y a 20 ans, alors que c'est des sujets d'aujourd'hui, c'est des sujets d'il y a, et que parmi les secteurs les plus preneurs chez nous, c'est le BTP. Donc c'est dans ce domaine-là. Donc c'est un petit peu cette ouverture d'esprit, cette recherche permanente de voir les signaux et d'essayer de répondre. Ce que je comprends, c'est que dans l'ADN de l'ESIT, c'est cette relation quasi perpétuelle avec les entreprises qui est extrêmement importante pour répondre et adapter finalement les cursus et les curricula aux besoins de l'entreprise. C'est aujourd'hui primordial et très important. Merci beaucoup, Silh. Je vous reviendrai. Si vous le permettez, maintenant, prendre le prisme de l'entreprise, de la directrice des ressources humaines que vous êtes, Madame Iquez. Merci aussi d'être parmi nous. Concrètement, quelles sont les actions finalement que vous menez pour attirer ces jeunes talents dans une industrie qui, j'espère ne choquer personne en disant que peut-être elle paraît vieillissante, mature, traditionnelle. Peut-être que je me trompe. Comment vous faites pour attirer des jeunes talents et les garder finalement aussi? Tu te trompes pas du tout, Amar. Alors déjà, merci pour votre invitation. Moi, j'ai écouté avec beaucoup de passion les deux discours de nos ministres ce matin. Moi, je suis un pur produit de l'industrie. Sur mes 25 modestes années d'expérience, j'en ai passé 20 dans l'industrie. Et c'est vraiment un monde. Je pense que quand on y rentre, on y reste.
Aujourd'hui, chez Ciment du Maroc, donc effectivement, tu as raison, Omar, la cimenterie peut paraître une entreprise traditionnelle, peut paraître une industrie lourde, et pourtant, c'est un secteur, c'est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup de potentiel en termes de durabilité, en termes d'innovation, en termes de carrière aussi. Maintenant, comment attirer? C'est une très bonne question. Déjà, attirer dans un sens large, je pense, c'est donner envie. Et en entreprise, donner envie, c'est la même recette. C'est déjà avoir une bonne réputation, avoir une jolie marque employeur. Donc ça se construit sur le marché de l'emploi. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant pour pouvoir attirer les jeunes aujourd'hui dans nos sites de production, dans nos usines. C'est pas suffisant. Et ces jeunes-là, finalement, quand on parle des jeunes, c'est qui? C'est la Gen Z. Et cette Gen Z, on dit tous que c'est des jeunes qui sont beaucoup plus exigeants, qui sont beaucoup plus regardants, mais qui, à mon sens, sont aussi beaucoup plus anxieux. Parce que n'oublions pas, ces jeunes-là, ils ont connu le Covid, qui est venu les bloquer dans leur ascension sociale. C'est des jeunes qui ont grandi dans un excès de réseaux sociaux. Et je ne parle pas de LinkedIn. Et c'est aussi des jeunes qui, finalement, doivent trouver leur place dans une société qui est beaucoup plus imprévisible et plus hostile. Donc, ces jeunes-là, il faut les comprendre. Et je vais reprendre un post que j'ai adoré hier sur LinkedIn de Si Hamid Ben Lefdel qui disait « Ces jeunes-là, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin qu'on leur donne confiance. Ils ont besoin qu'on leur donne espoir. Et ils ont besoin qu'on leur donne des ailes. » C'est totalement vrai. Parce qu'en plus, ces jeunes-là, ils ont des valeurs qui sont différentes, qui sont nouvelles de ce que nous, on a connu. C'est des valeurs qui vont porter sur la mixité, la diversité, l'inclusion, l'innovation, l'environnement. Donc, si aujourd'hui on veut les attirer, il faut aussi que nos réflexions, que nos actions se corrèlent avec ce qui leur parle. Leurs attentes, clairement. Avec leurs attentes. Clairement. Un truc qui m'est revenu hier quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je vais vous raconter. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, dans des entretiens de recrutement, on disait à un candidat « Pourquoi vous et pas un autre ?» Ça vous parle? On l'a fait, ça, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est eux qui nous retournent. Ils nous retournent la question aujourd'hui. Ils nous disent « Pourquoi vous? Pourquoi rejoindre votre compagnie et pas une autre ?» Donc finalement, c'est nous qui devons nous vendre. Et on doit se vendre à travers des actions concrètes. L'image employeur, mais pas que. Et donc, je ne vais pas être exhaustive, mais je vais reprendre quelques leviers que nous avons aujourd'hui chez Ciment du Maroc qui me paraissent intéressants à partager. Le premier, c'est l'innovation. Donc, entreprise traditionnelle, mais on est en pleine transition vers une entreprise durable, une entreprise verte. Et donc, l'innovation est au cœur de nos réflexions et on investit dans la recherche et dans le développement de nouveaux procédés de fabrication, dans des nouvelles méthodologies de travail pour pouvoir avoir des méthodologies qui vont être plus vertes. Et en fait, je vais partir sur des exemples concrets, je pense que ça va être plus parlant. Par exemple, notre usine de SFI, nous avons le premier parc micro-algues. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais je vais vous la faire très simple. C'est un procédé qui permet de capter le CO2 qui sort de nos usines, de nos fours à ciment, pour pouvoir le transformer en algues qui va servir à des usages riches et variés. Okay. Et ça, c'est vraiment un projet pilote au niveau du groupe. L'usine Eit Baha, à côté d'Agadir, on est en train de lancer le projet d'un parc photovoltaïque. Là aussi, c'est une première. Tout ça, ce que vous essayez de nous dire, hein, Madame Ekez, c'est que ce sont des éléments qui sont des arguments supplémentaires à attirer des jeunes talents. C'est ce que je comprends? Parce que les jeunes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rejoindre des entreprises qui ont des projets novateurs, durables, qui sont éco-responsables, qui sont socialement responsables. Et donc, il faut s'inscrire dans ces ambitions pour que ça leur parle et que ça leur donne envie. Très clair. Dernier projet dont je voulais parler, c'est à Laayoune aussi. Et on a lancé le premier parc éolien du Sud qui aujourd'hui nous permet de produire notre propre énergie pour notre centre de broyage. Donc ça, voilà, c'est vraiment des projets novateurs qui vont parler à ces jeunes. On investit aussi dans la formation. Vous me permettez de revenir sur le sujet un peu plus tard? Oui, bien sûr. J'avais 4 leviers, mais bon. Merci beaucoup. On reviendra parce que on va parler de la rétention des talents et la formation certainement en fait partie. Monsieur Naoufel Hello, c'est président de la Fédération marocaine des industries de la santé.
question directe aussi, comment votre industrie évolue-t-elle au Maroc pour attirer et retenir des talents hautement qualifiés? Parce qu'on sait que votre industrie est une industrie assez spécifique. Comment faites-vous finalement aussi, avec cette casquette un peu de DRH, pour les attirer et les garder chez vous aussi, dans votre industrie en particulier? Merci beaucoup, Sir Omar, pour l'invitation. Merci beaucoup aux organisateurs. Je me réjouis de prendre part à un tel événement. Aujourd'hui, juste quelques mots autour de notre fédération, qui est relativement jeune, créée en 2019, mais composée d'entreprises qui ont une moyenne d'une quarantaine d'années d'existence et autour du dispositif médical. Donc, à ne pas confondre avec le médicament, mais là on est plus autour du dispositif médical. C'est une industrie qui compte à peu près 5000 collaborateurs. Pour notre part, qui représentons à peu près 85% de parts de marché, on en compte à peu près 4000, répartis selon les différents domaines d'activité autour donc du dispositif médical. Alors, comme a dit Madame Ikeza à l'instant, je crois que nous nous employons tous, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, à d'abord attirer les bonnes compétences dont nous avons besoin et ensuite, bien évidemment, à les fidéliser, chose qui s'avère extrêmement compliquée avec cette génération Z aujourd'hui, effectivement, qui est extrêmement exigeante et effectivement la pandémie n'y a absolument rien arrangé du tout. Cependant, nous sommes convaincus, étant aujourd'hui un maillon crucial dans la performance de la chaîne de santé qui démarre vraiment chez nous, les industriels et les distributeurs, que le facteur humain, le capital humain est un facteur clé de succès, le principal facteur clé de succès que nous avons. Et en ce sens, donc nous essayons vraiment et nous nous efforçons à déployer tout un arsenal d'outils au sein de nos entreprises qui reprennent pour la majorité ce qui vient d'être dit, mais si je peux en ajouter quelques-uns, effectivement, nous nous regroupons en collège pour partager les best practices au sein de nos différentes entreprises et donc nous employons à travailler sur des plans de développement de carrière individuelle, sur des plans de formation continue, bien évidemment, en concertation et en très étroite collaboration avec notre écosystème, dont nous sommes extrêmement proches, sur un modèle de PPP, comme a cité Silhou de Lizid tout à l'heure, effectivement, qui est un modèle qui est en train véritablement de faire ses preuves dans notre domaine. Nous sommes partenaires avec plusieurs universités, notamment l'UM6-2S depuis 2023. Nous avons signé également un partenariat cette année avec Ibn Zohr, avec la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, donc qui relève de l'université d'Ibn Zohr, et tous ces partenariats, entre autres également, et je cite l'ENSAM de Rabat, avec laquelle on a développé un partenariat extrêmement innovant, dont on aura probablement l'occasion de parler plus tard par rapport à la mise en adéquation des compétences. Vous tendez la perche à Monsieur El Hello pour les IT. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Donc, je disais que dans le cadre de tous ces partenariats, nous nous employons à mettre en œuvre finalement des plans de formation continue et de formation même initiale qui soient extrêmement proches de ce dont nous avons besoin, de ce dont a besoin notre domaine. Pour ça, je veux juste rappeler un élément quand même capital qui a suivi la pandémie, c'est que notre souverain, que Dieu l'assiste, a quand même lancé le projet de souveraineté sanitaire nationale, invitant l'ensemble de l'écosystème et principalement les entreprises œuvrant dans ce domaine du dispositif médical à développer notre industrialisation, dynamique dans laquelle nous nous inscrivons pleinement, et nous avons d'ailleurs un collège qui est dédié à cela avec plus de 16 fabricants qui à eux seuls concentrent environ 90% des produits qui sont fabriqués localement aujourd'hui dans ce domaine des dispositifs médicaux. Donc c'est pour dire que le x2 nous y arrivons à grands pas, nous y allons vraiment à grands pas, en ce sens que le niveau d'intégration locale est encore extrêmement faible, mais nous employons à le développer à travers justement. Je vous reviendrai si sur notamment les enjeux qui vous animent. Bien sûr.
Madame Bobia, je reviens à vous. Vous avez commencé à parler des partenariats, et je vous ai interrompu, toutes mes excuses. Finalement, ces partenariats public-privé, public-public, comment renforce-t-il l'efficacité de vos actions en faveur de l'emploi? On est en train de parler de l'emploi, c'est vraiment l'enjeu. Si vous permettez, Yashi, avant de répondre à cette question, si je peux juste préciser l'importance que revêt aujourd'hui le dispositif de veille de l'ANAPEC, parce que ça ne concerne pas uniquement l'ANAPEC, mais ça concerne, comme je l'ai dit, tous les partenaires et tous les acteurs de l'écosystème emploi et compétences. Donc aujourd'hui, l'ANAPEC a développé un ensemble d'instruments qui sont d'une grande utilité pour tous les acteurs de l'écosystème emploi et formation. Ce dispositif, il est doté aujourd'hui d'une plateforme de veille digitale qui a été développée sur la base des technologies intelligence artificielle et big data. Et là, on est en train d'apporter des solutions et des orientations aux décideurs, aux acteurs, mais également aux chercheurs d'emploi. Parce que là, vous avez cité les chercheurs d'emploi qui connaissent ce qu'ils veulent, mais je dirais que la majorité des chercheurs d'emploi ne connaissent pas ce qu'ils veulent, malheureusement. Peut-être qu'ils ont des compétences, mais ils ne le savent pas. Cette plateforme, elle a pour possibilité d'orienter, de positionner le chercheur d'emploi en fonction de ses compétences et de l'orienter vers des emplois métiers qui sont susceptibles de l'accueillir. Et ça, c'est d'une grande utilité, justement, pour l'orientation, pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi. La même chose pour les opérateurs de formation à travers cette plateforme. Les opérateurs de formation pourront identifier le gap entre l'offre et la demande en compétences et, in fine, adapter leur programme de formation aux besoins du marché de l'emploi. Et ça, c'est d'une grande utilité qui ne se limite pas à l'intermédiation et l'appariement sur le marché de l'emploi dont l'ANAPEC est acteur aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question sur l'importance du partenariat, en fait, ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est des actions selon une approche participative intégrée. Et dans le cadre du partenariat, pas uniquement avec les secteurs, parce que là, les secteurs sont un acteur et un partenaire de taille pour l'ANAPEC, et notamment dans le lancement des programmes de formation-adaptation. Là, on est en train de développer un programme de formation-adaptation pour le secteur du textile-habillement, avec les IT, justement. On est en train de développer un programme de formation-adaptation pour le secteur de la santé en partenariat avec un bailleur de fonds international. Pour comprendre, Mme Bobia, vous développez des programmes de formation pour des demandeurs d'emploi, c'est ça? Pour des demandeurs d'emploi, mais c'est des formations, on n'est pas dans la formation initiale, on est dans la formation reconversion ou d'adaptation. C'est-à-dire que nous sommes en train de fournir un dispositif qui est agile, c'est de l'upskilling, de reskilling, mais c'est un dispositif qui est agile puisque nous répondons à travers des formations de courte durée à des besoins spécifiques pour des recrutements identifiés. Et d'où la force de ce dispositif aujourd'hui, parce qu'on est en train de pallier à plusieurs dysfonctionnements à travers un système qui est agile et qui permet d'améliorer l'employabilité des chercheurs d'emploi, moyennant ce qui est relevé à travers les résultats de la veille prospective. Donc aujourd'hui, le partenariat occupe une importance centrale dans ce que nous faisons, que ce soit avec les différents secteurs d'activité, notamment pour le développement de ce genre d'action, mais également avec les territoires. Parce que chaque territoire, il a ses spécificités. Les politiques et les programmes actifs de l'emploi en certaines conditions d'éligibilité, nous ambitionnons d'élargir le bénéfice à tous les chercheurs d'emploi, notamment les non-diplômés, en attendant, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, l'ouverture aux non-diplômés de par les orientations et ce qui est ressorti de la loi de finances 2025. Mais en attendant, on est en train de développer des programmes avec les territoires, notamment dans le cadre des dispositifs régionaux de promotion de l'emploi, qui permettent justement d'élargir le bénéfice de mesures spécifiques à tous les chercheurs d'emploi, notamment les non-diplômés, mais tout en prenant en considération comme input le besoin en recrutement qui est le facteur et le levier du montage de toutes ces actions de formation, adaptation qui sont gérées et financées par l'ANAPEC. Merci Madame. Si vous dites, les demandeurs d'emploi, on les connaît, ils sont visibles entre guillemets. Mais il y a une population que tout le monde en parle, c'est les NEETs.
Qu'est-ce que fait Jadala Foundation pour eux? Finalement, il y a certainement beaucoup de talents aussi qui sont laissés pour compte. Comment les accompagnez-vous? Merci infiniment pour cette question. Effectivement, alors pour l'assistance, il y a plusieurs articles. Il y a un rapport du HCP, il y a ensuite un rapport du Conseil économique et social qui ont parlé de cette population. Alors la population des NEET, ce sont des jeunes qui à un moment donné ne sont plus à l'école, ne sont plus au travail, ne sont pas en stage, ne sont pas en formation professionnelle. Même la terminologie qui était chez notre voisin est en train d'arriver, on les appelle les headistes. Vous pouvez imaginer ce que ça représente comme perte de potentiel. La fenêtre démographique ou le dividende démographique est en train de se transformer en un risque démographique. Et si je vous donne le chiffre, sur la tranche 15-25 ans, qui est la norme définie par la Banque mondiale, on est à 1,7 million de jeunes qui sont dans cette situation. Si on prend la tranche d'âge considérée par le HCP et par le Conseil économique et social et environnemental, qui est de 15-35 ans, on est sur 4,5 millions de jeunes dans cette situation. Alors, on peut lire les chiffres, chacun peut les lire à sa façon. Au niveau du conseil d'administration de Jadala, nous nous sommes dit, ce que nous avons fait pour l'ascension sociale, pour l'excellence scolaire, nous devons le faire également pour cette population. J'ouvre une parenthèse si vous le permettez. Pour tous les industriels ici présents, et particulièrement la CGM qui est à ma gauche, et la Fédération marocaine de l'industrie de la santé qui est à ma droite, et toutes les entreprises ici présentes, si vous cherchez des talents diplômés, vous pouvez faire appel également à Jadala, et vous avez en plus de leurs compétences techniques, vous avez deux qualités que vous recherchez dans vos entreprises. La première, c'est la détermination. Ce sont des jeunes qui n'avaient pas la chance d'être bien nés. Et ils se sont donné des efforts, pour pouvoir être admis comme boursiers de Jadala, ça veut dire qu'ils ont fait des efforts incroyables pour pouvoir accéder à cette possibilité. Et donc, c'est des jeunes qui sont déterminés, et certains d'entre eux sont ici présents avec nous. La deuxième qualité, donc déterminé, ça veut dire qu'ils ne lâchent pas, ils n'abandonnent pas. D'ailleurs, une grande enseigne, je ne vais pas faire de la publicité, une grande enseigne de distribution, les a testés comme des acheteurs, et aujourd'hui dans le département achat de cette grande enseigne, il y a 10 lauréats de Jadala, parce que quand on leur dit ramenez ce pot à 5 dirhams, ils le ramènent à 5 dirhams. Ça c'est la première qualité. La deuxième qualité, et qui est extrêmement importante, c'est que c'est des personnes qui ont pu accéder à l'ascenseur social grâce à la communauté. Grâce à la communauté solidaire de Jadala, qui comprend des entreprises, des bénévoles, etc. Et donc, ils sont quelque part dans le give back. Et donc, ils sont engagés. Ils peuvent être engagés sur des actions qui vont au-delà de ce que vous leur demandez spécifiquement dans leur travail. Et ce sont deux qualités que malheureusement on ne retrouve pas dans la génération Z, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais chez le lauréat de Jadala, vous l'avez, donc je fais ces coup de pub, donc là c'est terminé, on passe à la suite. Je parlais des NEET. Alors les NEET, les 4,5 millions, qu'est-ce qu'on s'est dit au niveau du conseil d'administration? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre ce dividende démographique et en même temps leur donner la chance d'accéder à l'ascension sociale? Et nous avons développé des programmes spécifiques. On s'est inspiré bien évidemment de ce que fait l'ANAPEC, de ce que font d'autres acteurs, mais on l'a également amélioré. Parce que quand on a fait l'étude sur ceux qui ont été admis à suivre des formations reconversion, des formations upskilling, comme on les appelle, etc., on s'est rendu compte qu'on démarre le cursus de formation, par exemple, à 20 personnes et on le termine à 10. Pourquoi? Et on a fait l'enquête. Et quand on a posé la question à des jeunes qui ont abandonné ces formations, ben vous imaginez très bien qu'un jeune à qui on dit dans 6 mois, dans 8 mois, tu vas gagner X 1000 dirhams, lui, il a le court terme à gérer.
Et donc, il va faire des arbitrages court terme par rapport au moyen terme qu'on lui propose. Et donc, l'expression est sortie de la bouche d'un de ces jeunes. Il a dit, أنا ملي كيقول لي كنهبط باغي نسلت في الترام ولا باغي نسلت في البوس ولكن كيجي عندي واحد كيعطيني واحد كيقول لي واحد الصندوق ديال الخضره الا بعتي راه في الاخر النهار عندك فيه 50 درهم اللهم نبيع الخضره ذاك النهار لان غنقدر نشري الدواء المي ولا نشري الكارو ولا نمشي نجلس في القهوه. Et donc cet arbitrage court terme, il faut lui trouver une solution. La solution que nous avons trouvée, c'est la bourse qu'on leur donne et qui est indexée sur leur présence aux formations. La deuxième chose qui est majeure, qui est extraordinaire, qui change totalement la donne, c'est que ces jeunes, d'abord on leur fait confiance, comme vous l'avez dit madame, on leur donne l'espoir en lui disant ceci et on lui donne des ailes. Et vous savez que celui ou celle qui lui apporte le maximum d'espoir, le maximum de volonté, c'est son mentor. Chaque jeune bénéficie d'un mentor. Ce mentor, bien sûr, si on forme dans l'industrie de la santé, il va venir de l'industrie de la santé. Si on forme dans l'industrie de l'IA, il va venir de technologies de l'information, etc. Et ce mentor joue le rôle de guide, comme son nom l'indique. Il informe ce jeune en lui disant, voilà où est-ce que tu peux aller, voilà tu peux contacter X. Il le ramène à ce genre de rencontre. Parce que la difficulté quand tous les jeunes dans les quartiers avoisinants, et vous imaginez Atinrir, Aoujda, Al-Ayoun, Ad-Dakhla, c'est qu'ils n'ont pas accès à ce genre de rencontres. Et ce genre de rencontre, c'est ce qui donne le lien, c'est ce qui permet à quelqu'un de dire, Madame la DRH de Simon du Maroc, je suis ingénieur de telle école, est-ce que je peux vous envoyer mon CV? Et pourtant, c'est les gens les plus engagés. Quand on sort de Casa, les gens sont engagés. Mais bien sûr, ils sont plus engagés, mais ils n'ont pas accès à l'information. Le premier frein à l'ascension sociale, c'est l'accès à l'information, l'accès au networking. Et on le sait tous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pas uniquement au Maroc, hein, mais c'est juste le réseau, l'information, je peux vous crédibiliser, je vous connais, j'appelle serment, je lui dis, écoute, ce jeune homme, je le crédibilise auprès de vous. Pas celui où vous entretient, mais sur les aspects crédibilité, vous pouvez me faire confiance. Comme on se connaît de longue date, il peut me faire confiance. Je suis capable de vous écouter toute la journée, tellement vous êtes éloquent. Non, c'est pas l'éloquence, c'est la passion. La passion, l'éloquence, la texha. Moi, j'ai vu ce que vous faites, ce que vous avez fait à Jadara, parce que comme je vous l'ai dit, quand j'étais dans une école d'ingénieurs, beaucoup des élèves ingénieurs qui étaient chez nous venaient aussi de Jadara. Et effectivement, le travail est exceptionnel. Si vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre à la Fondation Jadara, je vous encourage très fortement. Merci infiniment, Sama. Sans transition, le sujet est pas le même, c'est un mort. On revient aux Marocains entrepreneurs du monde. Je ne sais pas quelle question je pose. Je vais poser celle-ci. Je ne sais pas si on a des KPI clairs, nets et précis, mais comment vous pourriez évaluer l'impact des actions de MEM by CGM sur le développement des industries au Maroc? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des chiffres ou un sentiment ou plus sur ces gens qui viennent de l'étranger? C'est d'abord tout récent, donc on a une tendance. On a une tendance forte. Quand vous regardez les évolutions politiques des pays européens, des pays américains... J'ai un problème avec Sermo, c'est qu'il est tout aussi éloquent que Sibou Fdel. Donc ne soyez pas trop long. Je préfère que ce soit lui qui prenne la parole parce que c'est beaucoup plus utile pour la société que ce que je peux dire. Mais les Marocains du monde aussi. Oui, alors c'est juste pour dire, ces Marocains du monde se trouvent aujourd'hui dans des pays dont on voit l'évolution politique qui va vers les extrêmes. On le sait, on ne va pas le répéter, on l'a vu récemment, tout récemment même. Et ces Marocains du monde commencent à se poser des questions d'identité. Et ce sont des questions sérieuses parce qu'elles touchent pas seulement eux dans leur job au quotidien, elles touchent également leurs femmes et leurs enfants qui sont dans les écoles en train de faire leurs études pour devenir des futurs Marocains, Inch'Allah, qui viendront renforcer le tissu industriel marocain. Et donc, pas de KPIs à proprement parler, Omar. Par contre, il y a une tendance forte de leur part, c'est de vouloir contribuer au Maroc d'une manière ou d'une autre. Quand je dis d'une manière ou d'une autre, c'est que, en tout cas dans la région que j'ai l'honneur de présider, nous ne voulons surtout pas leur dire venez parce que ça fait manipulatoire. Et c'est la première chose sur laquelle ils ont un petit frein en se disant, eh bien, si on insiste trop, eh bien, c'est parce que je peux apporter évidemment, mais j'ai un prix à payer. Mais justement, quels sont les mécanismes pour les encourager à venir de manière smooth?
le premier mécanisme, c'est de les mettre dans une dynamique. À la CGM, nous avons développé 5 piliers. Le premier pilier, qui rejoint celui de mon ami Sibufde, c'est le pilier de mentorat. Ils sont aujourd'hui dans une capacité de venir être mentorés par des industriels de la CGM pour venir atterrir dans des régions, toutes les régions confondues, puisque nous avons 13 régions et des présidents de régions qui sont élus, sur des secteurs. On a une capillarité de secteurs dont vous avez l'exemple aujourd'hui. On représente à la CGM 155 métiers, donc ils ont la capacité de venir mentorer ces chefs d'entreprise, donc c'est du mentorat exclusivement dédié aux chefs d'entreprise, pour les accompagner sur une dynamique de projection. On a parlé tout à l'heure d'anticipation, c'est une dynamique d'anticipation. 1, 2. Deuxièmement, la dynamique de venir co-investir avec des industriels marocains et de s'agglomérer autour de l'environnement industriel marocain. Et ça veut dire amener aussi des entreprises étrangères. Beaucoup de Marocains du monde ont contribué à amener de grosses industries au Maroc, qui ont créé des centaines de milliers d'emplois grâce aux Marocains du monde initialement. Le troisième, qui est important pour ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le pilier qui s'appelle R&D Triangulation. C'est quoi? C'est un Marocain du monde qui se trouve dans un centre de recherche au MIT, qui s'arrime à un centre de recherche du M6P pour venir au service de l'installation d'une industrie au Maroc. Le quatrième, c'est Business Ambassadorship. Pour recruter au Maroc, il faut pouvoir produire des produits et les exporter. Eh bien, ces Marocains du monde se mobilisent autour de la CGM pour pouvoir représenter des entreprises marocaines dans leur région, dans leur pays, et pouvoir tirer la production industrielle marocaine, donc le recrutement des compétences marocaines par voie de conséquence. Et le cinquième, qui m'est très cher, mais qui touche un peu plus indirectement l'industrie marocaine à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le Sky's the limit. C'est deux Marocains du monde qui se retrouvent, un qui se trouve à Londres, l'autre qui va se trouver à Tokyo, pour faire des choses ensemble au service du Maroc. Ils ne se connaissent pas, grâce au CG de la CGM, puisque nous nous adressons. C'est une déformation professionnelle, mais chacun sa case. Nous nous adressons aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, et donc les Marocains du monde auxquels nous avons affaire sont dans cette obédience-là, dans ce modèle-là. Quand je vois ça à Ederedi au conseil d'administration, le président de la Farge, et qu'il me raconte comment ils sont en train d'enfouir, je déflore un sujet, enfouir à je ne sais pas combien de milliers de mètres les déchets qui sortent moi j'ai le cœur qui palpite, parce que j'adore ce Maroc qui innove, qui anticipe, qui avance. Grâce à ces femmes et à ces hommes, dans la tech dont tu parlais, nous avons au Maroc un ratio mondial. On va parler ensuite de la tech d'une autre manière. Plus de 40% de nos ingénieurs dans la tech sont des femmes. Le ratio moyen mondial, c'est moins de 20%. C'est énorme, mesdames. Et bravo pour ça. Bravo, mesdames, c'est vrai. Bravo, mesdames. Bravo, mesdames. Merci beaucoup, c'est Amour. Merci beaucoup. Si le hello de l'hésite. Un autre sujet, oui, mais tout aussi important pour l'industrie, c'est l'industrie 4.0. Je sais que l'ESIT a été parmi les précurseurs à s'intéresser au sujet. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Comment vous l'avez appréhendé? Quelle est la relation que vous avez avec les entreprises? Oui. Comment vous formez vos jeunes sur ce sujet qui est primordial pour un pays qui est en cours d'industrialisation? C'est réellement un des sujets d'anticipation que l'ESIT a bien suivi. D'abord par la création d'une filière spéciale, IMS, Engineering Management System, donc qui combine un peu tous les outils, à la fois Internet des objets, les robots collaboratifs, et tout ça unique en dehors de l'enseignement. Il y a des ateliers spéciaux pour ça, pour qu'on passe tout de suite de la formation ou de l'enseignement, on passe à l'application. Donc ça, c'est fondamental, et c'est des laboratoires qui existent, qui sont ici, et bien sûr, on a des relations privilégiées avec des écoles internationales, avec des centres de recherche, pour que tout ceci puisse continuer à un rythme accéléré, parce que les changements sont énormes, et ça évolue d'une façon exceptionnelle. Donc nous continuons, nous cherchons toujours à nous adapter. Et ce qui est capital,
c'est que aussi pousser les étudiants à rester, à appliquer et vivre des cas dans l'école pour avoir des sujets qu'ils traitent eux-mêmes et des recherches qu'ils font sur des sujets spéciaux. Ces jeunes dont vous parlez, vous les formez pour les entreprises. Et finalement, comment ce lien concrètement se tisse avec les entreprises? Oui, ce que je suis en train de dire, donc il y a les étudiants qui sont en train, qui apprennent une approche et qui ont des projets. Et sur ces projets-là, c'est pour connaître les véritables réalités, connaître les véritables problèmes et continuellement être avec l'entreprise. Donc, ce qui nous pousse un petit peu à développer cette relation très spéciale. Et il n'y a pas mieux pour cette relation aussi, c'est les PFE, c'est les projets de fin d'études, 4-6 mois. Et c'est l'entreprise qui fixe un sujet. Et c'est le sujet-là, il y a un tuteur au niveau de l'entreprise, il y a un tuteur au niveau de l'école. Et c'est un suivi régulier et permanent et qui fait parfois des merveilles. Je peux même vous dire parfois qu'on sort avec des brevets, uniquement par ce travail de fond qui est extrêmement important. Donc c'est toujours la relation entreprise et entreprise-école. Et ceci se dépasse parfois pour aller aussi dans le domaine de la recherche. Nous attachons une importance particulière à ce travail au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de tout ce qui est technique, vous arrivez à faire financer, de façon générale. Vous arrivez à faire financer la recherche par les entreprises? Ouais. C'est un autre sujet, mais la question m'est venue. C'est toujours en relation avec l'entreprise. Que ce soit des entreprises moyennes sur des sujets qui les intéressent, soit des grosses entreprises. Je peux vous dire qu'on a des projets avec l'OCP et des projets énormes. Ouais. Donc c'est quelque chose qui s'adapte, et on s'adapte aux situations des cas, des sujets qui sont posés. Et je crois que dans tout ça, dans toute cette dynamique, je crois que il faut insister sur certains aspects. C'est pour nos étudiants, ce qui compte pour nous, c'est les soft skills. Nous insistons pour qu'ils vivent, pour qu'ils aient des soft skills et nous avons dans ce sens 24 clubs à l'école. 24 clubs pour qu'ils savent, qu'ils apprennent à travailler en groupe, qu'ils apprennent à prendre des risques, qu'ils apprennent à réfléchir ensemble, à trouver des idées et à créer, comme on a parlé de création, parler d'innovation. Tout ça, ça doit être alimenté en permanence et c'est ce qui fait un petit peu cette forme. On est d'accord, c'est le Un autre élément qui est fondamental pour nous, c'est leur apprendre à apprendre. Pour nous, c'est un élément fondamental parce que tout change, tout va vite. Et s'ils n'apprennent pas à apprendre, s'ils restent sur ce qu'il a appris, il n'avancera pas. Donc c'est apprendre à apprendre. Et il y a des modules spéciaux pour qu'ils apprennent à faire des recherches, pour qu'ils cherchent au niveau de l'innovation, c'est des modules de formation qu'on leur donne pour qu'ils soient toujours ouverts. C'est les fameux human skills. Merci beaucoup, Si El-Hello, et bravo pour ce que fait votre institution. Madame Aikez, une dernière question pour vous. Fidélisez vos collaborateurs. Donc vous avez commencé à en parler, mais concrètement, les jeunes sont volatiles, comme vous l'avez dit. Comment les garder chez vous pour qu'ils n'aillent pas chez la concurrence ou dans d'autres secteurs ou à l'étranger? Si on veut développer notre industrie, il faut qu'ils restent. Alors effectivement, c'est une problématique aujourd'hui qu'on vit en entreprise. Je commençais à parler de levier tout à l'heure. Je parlais plus d'attractivité, mais finalement, que ce soit attractivité ou fidélisation, c'est des actions qui sont communes, c'est des approches qui sont globales et qui se rejoignent. Donc tout à l'heure, je parlais de l'innovation, je voulais parler aussi de la formation, que ce soit human skills ou des formations techniques dans la cimenterie très très pointues. On a d'ailleurs le Learning Center du groupe qui est basé au Maroc. On a aussi des projets de carrière qu'on met en place pour nos jeunes. Il y a la RSE aussi qui est très très parlante pour les jeunes aujourd'hui et dans laquelle on est très très présente auprès des populations riveraines de nos usines. Mais au-delà de ça, je disais une approche commune.
Parce qu'aujourd'hui, fidéliser un talent, c'est quoi déjà un talent? Un talent, c'est quelqu'un qui va nous accompagner dans notre ambition, dans nos projets de transformation. C'est quelqu'un qui va occuper une position clé. C'est quelqu'un qui va avoir le potentiel de grandir, qu'on va pouvoir inscrire dans des plans de succession pour qu'il puisse nous accompagner. C'est aussi quelqu'un qui est déterminé, je ne sais pas qui c'est qui a utilisé le terme tout à l'heure, et qui va vouloir aller de l'avant et qui va persévérer avec nous. Et donc, ces personnes-là, pour pouvoir les fidéliser, je disais, c'est une approche commune. C'est d'abord un package compétitif, bien sûr, c'est la visibilité sur la carrière, c'est le style de management, mais c'est aussi avant tout ce que j'appelle moi l'expérience collaborateur. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de travailler cette expérience collaborateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait valoriser tout ce que le collaborateur vit dans l'entreprise. Et ça va du processus de recrutement, ça va de comment il a été accueilli le premier jour. Après, dans le quotidien, c'est sa relation avec les pairs, c'est la fluidité dans les process, c'est les locaux, l'environnement de travail. Et ça, il faut vraiment le travailler. Et je pense que c'est l'affaire de tous. Et que c'est un travail de tous les jours. C'est pas un projet qui commence sur un moment donné et qui s'arrête, c'est tout au long de la carrière de l'individu. Et on a aussi des moyens de le mesurer. Madame X, à bon entendeur, on va rester sur ce que vous venez de dire, parce que je suis désolé, on est short sur le temps. Non, ouais, on est short sur le temps à cause de Sibel Fdel. Hein. C'est lui le fautif. Donc je suis désolé de vous interrompre, je dois laisser un peu de temps aussi si le hello. En termes de compétences, si le hello, et de type de formation spécifique que vous recherchez, on a des universités et des écoles qui sont avec nous aujourd'hui. Comment vous voyez les choses en vraiment 2 minutes, s'il vous plaît, parce que je voudrais finir avec Siamour sur un sujet qui me tient à cœur, mais vraiment 30 secondes. Pas de problème. Dans nos différentes entreprises et dans l'industrie de la santé en général, on compte les différents types de profils, qu'ils soient au niveau du management commercial, stratégique. On a aussi des profils, bien sûr, dans l'industrie, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même un axe stratégique de notre fédération et de toutes nos entreprises. Et par contre, on a également, ce qui est beaucoup plus spécifique, des docteurs en pharmacie, pour qui la composante connaissance des dispositifs médicaux est très importante, ce dont nous n'avons absolument pas manqué de faire part à tous les partenaires que nous avons, comme j'ai précisé tout à l'heure, les différentes facultés, autres universités avec qui nous sommes en contact. Nous comptons également des docteurs donc en médecine qui contribuent dans la promotion et le développement des différents dispositifs médicaux, mais aussi dans la phase de recherche et de développement, et aussi des ingénieurs biomédicaux qui sont effectivement une composante sine qua non et intégrante, on va dire, dans le développement des dispositifs médicaux, qu'ils soient ou qu'ils interviennent au niveau en amont, donc dans l'industrie et notamment recherche et développement, entretien, maintenance de l'outil industriel et jusqu'à la conception des produits, ou alors en aval dans tout ce qui est installation, accompagnement de la vie, on va dire, d'un dispositif médical pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Alors pour ces profils-là, ce que nous recherchons, un peu ce qu'a dit également Madame Ikes tout à l'heure, c'est comment compléter ajouter de nouvelles cordes à leur arc, et là je parle de tout ce qui est soft skills. Okay. Aujourd'hui, ce sont quand même des choses qui deviennent de plus en plus déterminantes pour pouvoir naviguer dans l'environnement de travail qui est le nôtre actuellement, et puis bien évidemment donc toutes les ressources que nous avons, nous sommes obligés, à travers les différents PPP, donc partenariats public-privé que nous avons avec les différentes universités et facultés, de mettre en place des plateformes comme le directoire consultatif industriel, qui est une très belle initiative lancée par l'ENSAM de Rabat cette année et qui regroupe justement à la fois le monde industriel dans différents domaines, dont la santé, et le monde donc universitaire, pour s'assurer à la fois de l'adéquation des formations dispensées à nos recrues de demain, mais aussi fournir à ces mêmes recrues, ces mêmes universitaires, un cadre professionnel adéquat à leurs propres attentes, leurs propres aspirations. Vous voyez vraiment ravi, vraiment de voir ce pont, ce lien.
qu'on crée entre l'académie et les fédérations et les entreprises. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Sil Hello. C'est moi. Dernier mot pour Sil Amor, parce que votre livre Renaissance Now, mais vraiment en une minute, traite d'un sujet qui est primordial dans le contexte actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment, mais un mot vraiment en une minute, rapidement. pour qu'on passe sur un autre sujet tout aussi important qui est l'intelligence artificielle et la digitalisation dans les entreprises. Et alors, ce livre, merci d'en parler, Stiaman. Ce livre que je viens de lancer à Londres la semaine dernière, a eu a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'en réalité, c'était un moyen pour moi d'exorciser plus de 35 années de travail en profondeur dans la deep tech, donc dans les technologies disruptives, dans les technologies de convergence. Et en réalité, ce livre est un hymne à la schizophrénie que tous les pays sont en train de vivre. Alors, bonne nouvelle. Le Maroc sera peut-être un des derniers pays au monde à vivre cette schizophrénie parce que nous nous engageons résolument dans une dynamique industrielle absolument extraordinaire et je crois qu'il faut saisir toute l'opportunité. Mais pourquoi il devient schizophrénique? Parce que figurez-vous, je voulais vous poser la question mais je vais vous répondre pour aller vite, que d'ici à 2035, sur 10 employés que vous avez dans les entreprises ou 10 étudiants que vous avez dans votre cursus, eh bien il y en a 6 qui seront obligés de changer de cursus. 6 sur 10 d'ici 2035. Leur métier et le potentiel de leur métier, je parle aux gens qui forment, aura disparu. Et ça, c'est parce que l'IA arrive à grands pas et nous devons, nous les chefs d'entreprise, c'est nous qui nous devons de le faire, d'anticiper ces courants et de proposer de la valeur à ceux qui forment, dans les ambitions que nous avons pour nos entreprises. Parce qu'on se couche le soir en se disant « Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter la productivité ?» Cette année, en 2024, plus de 700 nouvelles IA ont vu le jour. C'est 2 en moyenne à 2,3 par jour. Cette IA n'est pas là pour faire plaisir, elle y a pour augmenter la productivité. Et je vais en finir en vous donnant une petite métaphore que j'utilise à la fin de mon livre, c'est que pendant que nous tous humains que nous sommes, nous nous extasions devant le dernier rendu de ChatGPT sur la stratégie de notre entreprise, eh bien la RH est en train de virer une partie du staff marketing parce qu'elle n'en a plus besoin. Donc c'est cette schizophrénie que nous allons vivre et c'est pour ça que nous devons la préparer et l'anticiper. C'est l'objet de Renaissance Now qui est sur Amazon, donc vous avez l'occasion d'acheter. Il ne coûte pas trop cher, j'espère. Non, il est à 12 €. Je l'ai même baissé et même pour les Marocains, il est à moins de 1 € pour leur permettre d'accéder et de l'acheter parce que c'est un livre qui a été écrit pour ça. Et je dirais pour terminer qu'il y a une catégorie de population à laquelle nous n'avons pas pensé. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé. C'est nous. C'est ces gens de 40 à 50 ans qui sont en train de voir ces foyers de jeunes impressionnants qui arrivent, qui ont eu l'IA dans les mains quand ils sont nés, avec la catégorisation des réseaux sociaux qui vous envoient exactement là où vous voulez aller chaque fois que vous faites une requête. Eh bien nous, les 40-50 ans, ceux qui sont dans les entreprises industrielles et qui vont être probablement freinés par cette évolution, il faut qu'on pense à cette dynamique de reskilling. Et nous avons développé dans mon groupe une dynamique qui s'appelle Hyper-Minded, dédiée aux chefs d'entreprise, qui lui permettent de, tous les jours un petit peu, d'incrémenter son cerveau sur l'avenir qui vient, dans son secteur et avec ses clients. Merci, voilà. Merci, Sermor. Je suis désolé de faire des frustrés parce que je peux pas donner plus de temps, mais vous me tendez la perche pour le prochain atelier, la table ronde, sur la thématique intelligence artificielle et digitalisation, une révolution pour l'industrie. Donc, restez avec nous, c'est extrêmement intéressant. Merci, mesdames, merci, messieurs.